Bonsoir à vous tous. Merci de votre accueil. Merci madame, mademoiselle, monsieur. Bonsoir à vous, chers amis. Je vous le disais la semaine dernière, les premiers héros étaient des Olympiens. Et ces héros sont, depuis maintenant 8 jours, célébrés, couronnés, adulés au JO d'Albertville. Nos héros à nous, eh bien, ils étaient jusqu'il y a encore 6 mois complètement inconnus. Ils vivaient dans l'anonymat le plus complet. Mais nous avons choisi, nous aussi, dans cette émission, nous avons créé pour eux, nous avons choisi de les consacrer, de les honorer. C'est la raison pour laquelle nous les faisons entrer dans cette nuit des héros. Quels seront-ils, ces héros, cette semaine? Eh bien, je vais rapidement vous les présenter. Il y aura Aurore et Robert Faucan. Ils viennent de Tourcoing. Nous rejoindrons Jean-Philippe Carrière, qui lui est en région parisienne. Il y a aussi Ken Pollack, très loin là-bas, du côté des États-Unis, dans le Maryland. Nous accueillerons Aksheim. C'est assez mystérieux, je ne vous dis pas qui c'est. Aksheim qui, elle, était en Corse, ou lui plus exactement, car c'est un garçon. Ouais. Et enfin, nous terminerons cette émission avec Julien, un petit bonhomme d'une dizaine d'années que vous avez déjà vu et que vous avez souhaité revoir. Et puis, bien entendu, le fameux jeu du cœur avec l'incontournable, le bourreau des cœurs, Olivier Théron à Perpignan. Le voici dans son hélicoptère. Olivier. Bonsoir. Bonsoir Laurent. Quelle ambiance à Paris. Quelle ambiance. Et bonsoir à vous tous et vous toutes qui êtes fidèles à notre émission. Alors, ce jeu du cœur ce soir, en effet, à 2 pas des Pyrénées, à 2 pas du Mont Canigou, à Perpignan. Perpignan, ville catalane, capitale également du Roussillon, qui accueille en effet ce soir notre jeu du cœur. Alors, un autre anonyme qui va ce soir sortir de l'anonymat, c'est bien entendu Jean-Philippe Morato, un candidat qui nous vient de Paris, qui a 25 ans et qui joue ce soir avec nous. Des épreuves inimaginables. Nous sommes servis de tous les superbes sites que nous avons dans cette ville et que nous allons vous montrer ce soir pour trouver des épreuves à la hauteur du courage de notre candidat. Il aura tout d'abord à affronter le palais des rois de Majorque et des hauteurs absolument infranchissables. Nous allons également profiter du Tête que nous pouvons voir à côté de nous et des différents cours d'eau pour des épreuves particulièrement aquatiques. Il va en effet être aux prises avec un hydroglisseur, avec un hors-bord, et puis il va grimper sur une forteresse, et enfin il va terminer en domptant un engin de crosse dans un parcours qui terminera avec une butte spécialement faite pour l'occasion de plus de 4 mètres de haut. Alors écoutez, je ne vous en dis pas plus, une superbe soirée au cœur des Pyrénées. Ce soir, on se retrouve dans quelques minutes. À tout à l'heure. À tout à l'heure. Au bord de son hélicoptère, Olivier Théron, tout près du Canigou, Perpignan. Nous adorons cette ville, nous sommes très heureux d'y être ce soir. Première destination de la soirée, je vous le disais, nous allons à Tourcoing, dans le nord. Lorsqu'il y a une cheminée au-dessus d'une maison et lorsque cette cheminée fume, c'est, dit-on, signe de bonheur. En tout cas, lorsqu'il y a quelques dizaines d'années, on demandait aux enfants de faire un dessin. Lorsqu'ils faisaient à la fois des rideaux aux fenêtres et puis une cheminée qui fumait, on disait tiens, ça veut dire qu'ils sont heureux. Depuis, les psychologues ont trouvé d'autres moyens pour effectuer les tests. Mais quand même, cette cheminée qui fume, c'est synonyme de foyer et c'est synonyme de chaleur humaine. Voici l'histoire d'une cheminée qui fume, beaucoup trop. Nous sommes le 4 mai 1991 à Tourcoing, dans le nord de la France. Rue Saint-Roch, dans l'un des quartiers les plus populaires de la ville, Robert Faucan profite de son samedi après-midi pour bricoler sa voiture. À quelques mètres de là, dans la maison des Druards, Véronique, la maman, et ses 3 enfants, Steve, Jennifer et Vanessa, passent l'après-midi en compagnie de leur voisine Marie-Lise Leclerc et de ses 2 filles, Aurore et Charlotte. À la grande joie des enfants, les 2 mamans viennent de décider qu'ils passeraient tous la soirée ensemble. Pour le moment, c'est la pause télé. Tout le monde regarde La Belle au bois dormant. Ce jour-là, on a décidé de faire soirée crêpe. Et pour pouvoir faire la soirée crêpe, on a décidé d'aller à 2 faire des courses. Pour plus de sûreté, Véronique Druard a donné 2 tours de clé. J'en ai marre de regarder la télé. Dans la maison, les enfants commencent à s'agiter.
Ils se connaissent bien, ils ont l'habitude d'être ensemble. Et puis les mamans sont parties. Au bout d'à peine 2 minutes, les plus petites cherchent de nouveaux jeux. De leur côté, Steve et Aurore se préparent à regarder un autre film. J'ai envoyé les filles jouer à l'étage parce qu'en bas, elles étaient saoulantes et elles commençaient à faire des bêtises. Alors je leur ai demandé de monter pour qu'on soit un petit peu tranquille, moi et Steve en bas. Et ce jour-là, il y a de la bêtise dans l'air. Absorbés par leur film d'horreur, Aurore et Steve n'imaginent pas un instant ce que préparent les petites. Brusquement, Aurore a un pressentiment. Tout est trop calme. Vanessa, à quoi tu joues ça? Allez, viens, lève-toi. Oh, qu'est-ce que tu fais là, toi? Allez, va te laver. Et Aurore n'a pas tout vu. Aujourd'hui, c'est un festival de bêtises qui se donne chez les Druards. Ah non, Jennifer, hein? Qu'est-ce que vous avez tous aujourd'hui? Ça va pas, jouer avec nous. Aurore est complètement dépassée. Alors, pour calmer les petites, elle décide de trouver le numéro de téléphone du supermarché où se sont rendues les deux mamans. Au premier étage, Charlotte et Jennifer, toujours aussi excitées, ont trouvé un nouveau jeu. Au salon, Aurore et Steve, le nez dans les bottins, ne voient pas que de la fumée s'échappe de la cheminée. Au deuxième étage, la petite Charlotte, elle, a trouvé la cachette idéale. Dans la penderie, on ne la trouvera pas. Occupée par son jeu, Charlotte se concentre pour ne pas être découverte. À l'étage au-dessous, Jennifer compte derrière la porte. Au rez-de-chaussée, Aurore et Steve n'ont encore rien vu, lorsque brusquement, l'incendie se déclare. Dans cette vieille maison, le feu et la fumée se répandent partout en quelques secondes. Au premier étage, Jennifer est bloquée par un mur de flammes. Dans sa penderie, Charlotte ne s'est encore rendu compte de rien. À ce moment-là, il n'y avait que le plafond qui était un peu brûlé et un peu des marchands d'escalier, mais il y avait beaucoup de fumée. J'ai dit à Steve de faire descendre les filles sans trop les faire paniquer quand même. Immédiatement, Aurore appelle les pompiers pendant que Steve se précipite dans l'escalier, mais déjà la chaleur est trop forte. La petite Jennifer, elle, est paralysée. En bas, bloqués face à la porte fermée à clé, Steve et Aurore, avec Vanessa dans les bras, paniquent. Ils sont au bord de l'asphyxie. On pensait être coincés, quoi. Et puis on croyait rester là tout le temps. Dans la maison en feu, à chaque étage, des enfants sont pris au piège. C'est un véritable brasier qui grandit à chaque seconde. Quand Steve m'a dit qu'il avait la clé autour du cou, ben, tout de suite tout a été mieux, on a pensé qu'on pouvait s'en sortir et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il y a le feu. Pour Jennifer, l'escalier est inapprochable. La gorge pleine de fumée, elle ne peut même plus crier. Au deuxième étage, Charlotte est complètement paniquée. Arrivé au marche escalier où il y avait de la fumée, donc j'ai commencé à monter et arrivé aux 3 dernières marches d'en haut, il y avait beaucoup de flammes. Et là, j'ai vu la petite qui était derrière, alors j'ai passé et je l'ai attrapée. Au péril de sa vie, Aurore Leclerc, 13 ans, vient de sauver sa petite voisine. Mais à l'étage, il reste encore sa jeune sœur, Charlotte, et il est trop tard maintenant pour passer par l'escalier. Dans la maison, la température est à plus de 80 degrés. Je connais très bien la famille Druard et Leclerc. J'ai compté les enfants, il manquait Charlotte.
manquait Charlotte, donc elle était dans le feu. Alors, plus d'hésitation, il fallait la sauver. Robert Faucamp va tout tenter pour sauver Charlotte. À plusieurs reprises, il tente de gravir l'escalier, mais impossible. Les flammes interdisent toute approche. Mais il y avait trop de fumée, il y avait trop de flammes. J'ai fait demi-tour et j'ai cherché une autre solution. En entendant les appels de sa sœur, Charlotte se pend au vasistas. Il faut à tout prix qu'elle sorte. Il fallait monter et la sortir de là parce que peut-être qu'elle est brûlée déjà. Mais Charlotte est trop petite. Elle n'arrive pas à débloquer la fermeture. Elle tire de toutes ses forces et enfin la vitre s'ouvre. Il faut maintenant qu'elle escalade la fenêtre. Dans un ultime effort, cette petite fille de 7 ans déploie ses dernières ressources. Autour d'elle, les flammes l'aveuglent. Coincée sur le toit, Charlotte n'est pas encore sauvée. Un seul faux mouvement, et c'est la chute. Dans ces moments-là, on ne pense plus, on fonce. Je pensais qu'il y a une chose, sauver la petite. C'est impératif, il fallait la sauver. 4 maisons plus loin, Robert Faucamp a enfin trouvé un accès au toit. Pour moi, elle était sortie du feu en étant sur le toit. Elle avait encore des petits problèmes, mais j'avais peur qu'elle tombe après. En fait, il fallait la ramener avant qu'elle fasse une bêtise. Sur le rebord du toit, Charlotte est à moitié étouffée. On lui crie de ne pas bouger, mais elle veut sauter, elle a trop chaud. Heureusement, Robert Faucamp attrape Charlotte dans ses bras juste à temps. Elle se laisse faire gentiment. Elle se serre très fort, il n'y a plus de problème. Quand on est rentré, tout était fini. C'est doux. Quand c'était fini, j'étais un peu soulagée parce que tous les enfants étaient encore là, tout le monde était là, et les parents aussi, mais j'avais aussi un côté qui était mal parce que la maison avait brûlé, Véronique n'avait plus rien et tout ça. Donc ce jour-là, à Tourcoing, Aurore et Robert ont véritablement évité un drame. On ne choisit pas d'être un héros, ça nous tombe dessus à l'improviste. J'étais là au bon moment. Robert Faucamp, Aurore et tous les enfants sont là, et pour certains très émus. Je vous demande de les applaudir. Le commandant Maresque est également près de moi. Nous avons des questions à lui poser. Nous lui poserons des questions tout à l'heure au sujet des feux de cheminée et des incendies de ce genre. Tout d'abord, vous, monsieur Faucamp, vous avez une phrase qui nous a un peu surpris. Vous avez dit « j'étais là au bon moment ». C'est véritablement pour vous, c'est tout. Ça vous paraissait aussi naturel que cela. J'étais là au bon moment. Oui. J'ai pas réfléchi plus. Il y avait la petite à sauver, c'est tout. C'était moi, il n'y avait personne d'autre dans la rue. Justement, on a l'impression que c'est complètement désert. Oui, il n'y avait pas grand monde. Hein. En plus, il y a beaucoup de personnes âgées dans cette rue. Et avec moi dans la rue, il n'y a pas d'autre solution. Quelle profession exercez-vous, M. Faucamp? Agent de sécurité. Agent de sécurité. J'ai une formation d'incendie. Ah donc, vous saviez connaissais comment déjà procéder. Voilà. Aurore. Bonsoir, Aurore. Merci d'être venue. Tu peux nous présenter tes frères, tes sœurs et puis tes amis, parce qu'il n'y a pas que tes frères et sœurs ici, hein? Alors, il n'y a que ma sœur. Il n'y a que ta sœur. Où est-elle, ta sœur? Elle est là. C'est Charlotte. Charlotte. Ça va, Charlotte? Oui. Hein? Alors, il y a Charlotte. Charlotte, il y a Steve. Steve, et puis Vanessa. Et Jennifer. Jennifer. Ils ont revu l'histoire et puis ça les a un petit peu impressionnés. Parce qu'ils ont vu leur mère pleurer. Oui. Et Charlotte, coucou, petite Charlotte. Toi, comment t'as réussi à t'agripper au vasistas? T'as réussi comme ça à te hisser à la force des bras? Oui. Est-ce que tu avais très très peur à ce moment-là ou... Pas trop. Pas trop? Aurore, tu lui donnais des conseils depuis le bas? Ah oui, oui. Qu'est-ce que tu lui disais? Je lui disais de pas bouger parce que j'avais peur qu'elle tombe. J'étais même pas toute seule, il y avait Steve et Jennifer qui étaient avec moi. Et on lui disait de pas bouger parce qu'on avait vraiment peur qu'elle tombe.
Et la première fois, Aurore, c'est toi qui es allé chercher Steve, non, c'est ça? Non, Jennifer. Jennifer. Alors, super, il y a tellement d'enfants. Ah. Et là, tu as réussi à gravir les marches d'escalier. Oui, oui. Monsieur Faucamp, vous aviez assisté au premier sauvetage d'Aurore? Vous étiez là, vous l'aviez vu? Non, non, du tout, j'étais pas là. J'étais Mais- dehors. Et lorsque vous êtes arrivé, déjà, ils étaient dans la rue. Voilà, j'ai entendu crier dans la rue, il y a, comment dire, Charlotte, elle est coincée dedans, il faut aller. C'est tout ce que je savais, moi. Et vous avez donc dû contourner, aller chercher les maisons qui correspondaient avec les toitures. C'était compliqué. Vous avez frappé aux portes. En fait, j'ai essayé plusieurs maisons. Je suis rentré dans les maisons, mais la fumée, elle correspondait dans toutes les maisons. C'était pas possible de passer les premières maisons. Alors, j'étais plus loin. Parce que le feu se communiquait d'une maison à l'autre. Oui, il y avait, non, pas le feu, la fumée. La fumée. Dans tous les premiers étages, il y avait de la fumée dans les maisons d'à côté. Sur 4 maisons d'intervalle. Aurore, la maison a été détruite complètement. Complètement. Et aujourd'hui, Ah, c'est plus joli. vous avez tout reconstruit, Steve. Tout. Mets ton micro devant ta bouche, s'il te Ouais, elle est plaît. plus belle. Elle est plus belle. C'est-à-dire, vous avez tout refait maintenant? Ouais. Et comment vous avez fait les premiers jours quand vous n'aviez plus rien, tout perdu? On vous a aidé? Et chez ma mamie. Ah bon? On vous a aidé, Aurore? Les gens autour de vous ont aidé? Ah oui, oui, beaucoup même. Beaucoup. On va les consoler, hein, faut les consoler, faut pas qu'ils soient tristes comme ça, hein. Ça y est, c'est fini maintenant, ce n'est plus qu'un mauvais souvenir. Tu t'en rappelleras longtemps, Aurore, de Ah cela? oui. Oui. Hein. Commandant, je voudrais que l'on aborde avec vous cette question, ce problème des incendies de cheminées. D'abord, est-ce qu'il y a un moyen de le prévenir, l'incendie? Alors d'abord, je voudrais quand même féliciter ces jeunes et ce monsieur qui ont fait un véritable exploit quand on sait la vitesse à laquelle se développe un incendie et le danger des fumées. C'est vraiment quelque chose d'extraordinaire qu'ils ont fait. Il y a quelques mesures élémentaires à suivre. D'une part, c'est l'installation de ces cheminées, et particulièrement ici, d'un insert. C'est très à la mode actuellement, et ces inserts présentent des risques. Il y a d'ailleurs une réglementation qui va être mise en place pour y pallier. Il faut un spécialiste pour installer ces inserts. Alors, expliquez ce que c'est qu'un insert. Un insert, c'est cet appareil que l'on voit qui permet d'obturer la cheminée et de récupérer la chaleur, soit sous forme d'eau, soit sous forme d'air, qui amène donc le foyer et la cheminée à des températures très élevées par rapport à une cheminée ouverte traditionnelle. Alors, quand le feu se déclare, il faut fermer la trappe. Il faut tout fermer, ou alors au contraire, je ne sais pas, est-ce qu'un extincteur sert à quelque chose? Alors un extincteur sert toujours à quelque chose, c'est évident, mais dans un cas comme celui-ci, il faut couper l'arrivée d'air au foyer. Car quand le feu prend, et là je suis un petit peu sceptique quant à la cheminée elle-même, je pense que le feu a pris par conduction, c'est-à-dire entre la cheminée et l'extérieur. En fait, il faut couper l'arrivée d'air par tous les moyens dans cet insert, dans cette cheminée. Alors, commandant Maresque, maintenant, comment peut-on les prévenir? Ce sera ma dernière question. Comment peut-on prévenir les incendies de cheminée? On dit en général qu'il faut la ramener. Exactement, c'est une question de logique. Il faut ramener sa cheminée 2 fois par an, dont une fois en période de chauffe, c'est-à-dire généralement l'hiver. Alors, 2 fois par an à ce point-là? 2 fois par an dans tous les appartements, dans tous les immeubles, Oui, oui. dans toutes les villas. Merci, je rappelle que, je ne sais pas si je l'ai dit, vous êtes commandant aux sapeurs-pompiers de Paris. Oui, il est effectif que les feux cheminés, nous en faisons quelques-uns, mais c'est surtout en province que cela s'intéresse, que cela intéresse beaucoup les Français. Et donc les feux cheminés, prendre garde, les faire ramener les conduits régulièrement. Vraiment la dernière des dernières questions. Est-ce qu'on entend quelque chose lorsqu'il y a le feu? Est-ce qu'on entend, je ne sais pas moi, un vrombissement, un bruit? On entend quelque chose et on sent quelque chose. On entend comme un avion qui approcherait. Et puis on sent, le feu de cheminée a une odeur caractéristique, il picote un petit peu, nous les spécialistes bien sûr le connaissent, mais je pense que chacun pourrait percevoir cette odeur du feu de cheminée. Ouais. Et Aurore, elle est en train de regarder la télévision, je ne sais pas si tu l'as entendu, tu as entendu quelque chose? Non, on Non. était trop observés avec nos Elle est beaux passionnée seins. par la télé, bah oui. Voilà. Nous applaudissons tous, ils ont eu l'amabilité, la gentillesse de venir nous rejoindre ici. Merci beaucoup Monsieur Faucamp, merci. Merci Antoine. Tiens, nous allons appeler Olivier. Tu peux m'ouvrir l'enveloppe s'il te plaît? Olivier, à Perpignan, Oui, Laurent. avec Jean-Philippe. Oui, voilà, avec Jean-Philippe qui est juché sur Kid. Et Kid se montre apparemment assez pressé d'aller rejoindre le palais, dirait-on. Alors Jean-Philippe Morato, nous faisons connaissance un petit peu avec lui. Hein? D'où est-il? Que fait-il? Ben, Jean-Philippe peut vous répondre. Oui, ah bon. Il est là. Bah, s'il m'entend, c'est parfait. Jean-Philippe, quelle est votre profession? J'aide ma mère à la promotion de sa marque qui est finisher. Ah ben, vous avez raison de faire de la pub. Très bien. Vous êtes en forme? Tout à fait, oui. Je vous livre la première épreuve. Vous avez 4 minutes, Jean-Philippe,
pour décrocher l'enveloppe qui est située sur le clocher de la chapelle Sainte-Croix. Donc 4 minutes pour décrocher l'enveloppe sur le clocher de la chapelle Sainte-Croix. Je vous donne le top. C'est parti! Top! Allez, vas-y, à toi. Et c'est parti. En effet, Laurent, j'avais un peu de mal à retenir Kit, puisque dans la mesure où ce palais, encore une fois, a été créé aux alentours du XIIIe siècle, à l'époque, le moyen de locomotion, c'était le cheval. Donc on a tenu jusqu'au bout à rester fidèle aux habitudes et à la tradition. Donc c'est à cheval, en effet, que Jean-Philippe arrive dans la cour d'honneur. Il est en train d'arriver, là je le rejoins et il va trouver, voilà. Alors après avoir passé cette cour d'honneur, c'est là où il rejoint en fait la première difficulté, qui est une échelle de spéléo qui va l'amener au-dessus d'un rempart. Alors cette échelle de spéléo fait environ une vingtaine de mètres et là top, il arrive à l'échelle, donc il est déjà à l'échelle, Laurent. Nous avions un temps intermédiaire. Oui, 3 minutes 15, voilà, il est dans les temps. Il est dans les temps, donc voilà, là il est parti sur sa montée, je vous dis, c'est une petite vingtaine de mètres là qu'il va parcourir et qui vont le mener au-dessus de ces remparts. Olivier, je voudrais spécifier que ces temps ont été, où ce parcours a été étalonné par les pompiers de Perpignan. Hein. Tout à fait, cet après-midi, nos amis les pompiers nous ont donné un sacré coup de main sur les épreuves et les ont testés. Donc ces temps sont des temps de référence. Et en effet, c'est vrai que ces échelles spéléo n'ont pas de secret pour les pompiers. Donc d'entrée, nous avons placé la barre assez haut. Il faut savoir que quand même, ce somptueux palais des rois de Majorque, c'était avant le château royal de Perpignan. Il a été créé au XIIIe siècle, en 1276, et c'est vraiment un superbe monument. Et ce qui est en train de faire actuellement Jean-Philippe, c'est pour arriver sur le chemin de ronde. Et vous entendez tous les gens autour de nous. Ah oui, ça je peux vous dire que alors, la cour d'honneur mérite vraiment son nom de cour d'honneur. Il est encouragé à Perpignan et puis il est encouragé à Paris. Regardez. Merci Paris. Voilà, voilà, là il arrive sur le haut de ces remparts. Et là maintenant il va courir le long des remparts pour essayer d'atteindre le plus vite possible cette chapelle. Donc là il est en train de se reclipper, bien entendu, comme il y a environ 20 mètres, on ne voudrait quand même pas perdre Jean-Philippe. Donc là il se remet en sécurité et après il va courir tout le long de ce chemin de garde. Et oui, il faut qu'il se dépêche, il lui reste 1 minute 55 secondes maintenant. Jean-Philippe, il te reste 1,55. Allez, c'est parti, voilà. Voilà, donc là il est en train de le longer. 1,55 et si mes renseignements sont bons, il devrait trouver une échelle de... non pas une échelle de corde, mais une corde à nœud, je crois. Tout à fait, non, c'est une échelle. Il va retrouver, mais tout d'abord, en effet, il doit gravir toutes ces difficultés. Oh là là, j'ai bien peur qu'il n'y parvienne, il y reste 1 minute 30. Hein. Et il est en train d'arriver, voilà, là il est en train de longer en fait la chapelle. Il est en train de longer la chapelle, il arrive sur le haut du toit, il va lui rester... Je vais vous donner le top suivant, Laurent. Oui, c'est top suivant quand il sera à l'échelle. Il a un petit peu de retard. Il a un petit peu de retard. Il faut savoir qu'il y a un gros... Voilà, top. Voilà, donc là il arrive en bas de l'échelle. Non, j'étais pessimiste, il a 5 secondes de retard, ça n'est pas grand chose. Donc Laurent, là on attaque vraiment les 10 derniers mètres. Oui. Les 10 derniers mètres. Et il y a 2 cloches, si je puis dire, 2 cloches, et il faut trouver la bonne. Voilà, entre 2 cloches. Bah, pourquoi vous me regardez comme ça? Je ne vous regarde pas. 55 secondes. Oh bah attends, il reste 4 mètres et c'est... Oh, il va y arriver là je pense, mais alors vous pouvez le voir, ça souffle très très fort là-haut. Ah oui, c'est le cerf qui souffle. Plus que 2 mètres. Oui, il est dans les temps là. Plus que 2 mètres. 40 secondes. Il est presque. Top. Super. Jean-Philippe, tu m'entends? Jean-Philippe, ça va? Oh là là, il est en plein vent. Laurent, vous m'entendez? Bah oui. Et alors écoutez, il a fait un super accent. Vous entendez également tous les gens qui sont venus l'encourager, qui ont rempli cette cour d'honneur. Et il a été un véritable chef, car je peux vous dire que si ça soufflait dans l'hélico, ça souffle en haut de ce clocher. Et il était carrément balancé sur cette échelle. Ça n'a pas été du tout évident ce qu'il vient de faire. Le vent souffle aux alentours, je crois que vous l'avez dit tout à l'heure, de 60 à 70 km/h. Hein. À peu près, oui. Donc c'est vraiment un bel exploit. C'était largement plus qu'une mise en jambe qu'on lui a proposé là. Bravo Jean-Philippe. Bravo Jean-Philippe, on est très content, très heureux pour vous et fiers de vous. Voilà, on vous dit à tout à l'heure. À tout à l'heure. Retour à Paris. Paris même. Si vous êtes parisien, vous le savez peut-être. Si vous habitez dans les autres régions de France, peut-être ne les connaissez-vous pas bien. Il y a 2 canaux à Paris, le canal Saint-Martin et le canal Saint-Denis. Le canal Saint-Martin, comme le canal Saint-Denis d'ailleurs, a été creusé en 1802. C'est Bonaparte, qui à l'époque était premier consul, a décidé de creuser ce canal Saint-Martin pour ravitailler en eau potable la ville de Paris, et puis pour aussi faciliter la navigation fluviale. Ce canal Saint-Martin
est pas très long, 4 km et demi. Il rejoint la Seine du côté de la Bastille. Il a 2,20 m de profondeur. Et bien, c'est là que je vous emmène ce soir. Je vous emmène avec un monsieur qui s'appelle Monsieur Schilling, et un autre monsieur que vous allez découvrir. Tout au long de ce canal, où va se passer pendant la nuit des choses palpitantes, extraordinaires. Le héros est là. Nous sommes le 20 juin 1989, dans la banlieue de Paris. TN 94 de 524, je rentre en bas-base pour fin de service, reçu. Bon Bruno. Allez, bonne soirée, Philippe. Bonne soirée à toi. Demain. Salut, à plus. Salut. Au revoir. Il est 22 h, Jean-Philippe Carrière, gardien de la paix en civil, regagne son domicile à Paris. Il habite le long du canal Saint-Martin, non loin de la place de la République. Il lui faut 25 minutes pour arriver. Rue Beaurepaire, à 2 pas du canal Saint-Martin, Alain Schilling quitte les amis chez qui il vient de dîner. Il habite juste de l'autre côté du canal. Il est 22 h 30. Sous la passerelle, une bande de 7 jeunes désœuvrés chahute un peu violemment. Regarde là, regarde qu'est-ce qu'il y a. Oh là là, vas-y. Vas-y, viens, on va rigoler. Vas-y, avance. T'as pas une cigarette? Regarde-le celui-là. Hein? T'as pas une cigarette? Non. Non, t'as pas de cigarette là? Non, pas. C'est malin là. Hein? C'est malin hein? Allez, chope. Allez, allez, allez. En train de faire là-haut. Pourquoi ils se barrent comme ça? Je vois un groupe de jeunes traverser très très vite. Merde, ils ont jeté un mec à l'eau. C'est au moment où je les vois lancer la personne et détaler à toute vitesse que je comprends qu'il y a un drame qui est en train de se jouer. Alain Schilling n'a rien compris, ni la claque, ni la violence gratuite. Il est là dans l'eau noire du canal. Il se débat, il ne sait pas nager. Comme une pierre, il s'enfonce peu à peu. J'étais trop loin du lieu de l'agression pour pouvoir m'arrêter et plonger à ce moment-là. Donc j'ai accéléré au maximum, je suis parti très très vite. Bon, j'ai même grillé un sens interdit en franchissant un pont. Je me suis retrouvé de l'autre côté, parce qu'à mon avis, il avait chuté plus près du bord de l'autre quai. Merde, il est où? Alain Schilling ne se débat plus. Il vient d'être frappé d'hydrocution. Sans hésiter, Jean-Philippe Carrière a plongé. Il ne voit pas Alain Schilling. C'est tout juste s'il a aperçu quelques bulles venant crever la surface. Je saute à cet endroit où je l'ai aperçu pour la dernière fois. Et là, je suis persuadé qu'il est au fond. Je suis persuadé parce que je le vois plus remonter, qu'il y a trop de temps qui s'est écoulé entre le moment de l'agression et le moment où j'arrive. Je suis persuadé qu'il est là et qu'il est... À mon avis, il est là, mais dans de très très mauvaises conditions et que ce n'est pas une personne vivante que je vais remonter, que c'est un cadavre que je remonterai. Jean-Philippe Carrière ne renonce pas. À nouveau, il replonge dans l'eau très froide du canal. Bon, malgré les efforts, je ne le retrouve toujours pas. C'est noir, c'est sale, je ne le trouve pas. Je remonte une troisième fois et là, en replongeant, je sens entre deux eaux
un t-shirt, un vêtement, un tissu qui est là. Et je l'agrippe sans savoir si c'est lui. Dans un premier temps, je ne sais pas si c'est lui. Je me dis tant pis, si c'est autre chose, tant pis, mais je le remonte. Et en remontant, je me rends compte que c'est la personne, enfin, c'est lui, quoi. Il y a un corps au bout, il y a quelque chose. Alain Schilling est complètement inerte. Son corps est lourd, il ne respire plus. Je suis pas très loin du bord, j'ai 4-5 mètres du bord. Mais les 4-5 mètres sont longs. Ils sont longs parce qu'ils ne bougent pas. Et c'est un poids mort total. Aidez-moi! 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 Aidé par un passant qui maintient Alain Schilling à la surface, Jean-Philippe Carrière se hisse sur le bord du canal Saint-Martin. Apparemment, il est sans vie. Il est resté trop longtemps au fond de l'eau. Allez chercher du secours, allez. Du secours, oui, j'y vais. Jean-Philippe commence alors un massage cardiaque. Toutes les 30 secondes, il alterne avec un bouche à bouche. Après quelques minutes, Jean-Philippe a l'impression que le pouls d'Alain Schilling est reparti, mais si faiblement. J'ai froid, je suis fatigué, je veux absolument qu'il revienne. Je ne peux pas le laisser comme ça, je sens qu'il ne réagit pas, malgré qu'il y ait ce pouls, mais ça, pour moi ça ne veut absolument rien dire. Je voudrais qu'à un moment il ouvre les yeux, je voudrais qu'à un moment il ait un semblant de vie pour que je puisse dire « Ok, je l'ai sauvé ». Jean-Philippe ne renonce pas, au contraire, il s'acharne en attendant les secours, mais toujours rien. Jean-Philippe Carrière est épuisé, ses vêtements sont glacés. Alain Schilling, lui, n'a pas repris connaissance. Dans le car, il réagit toujours pas, il n'y a aucune réaction. De temps en temps, il y a un policier qui se trouve à côté de moi, qui prend le pouls, qui me dit « Ouais, ok, c'est bon, vous en faites pas, il est là, il réagit, c'est bien. » Mais je pense qu'il dit plus ça pour me rassurer, que je suis pas convaincu du tout. Moi, je veux absolument voir ce qui se passe. Je ne veux pas arrêter là. Et il y a une infirmière qui me demande de rester à proximité, de m'asseoir, de me réchauffer avec mes collègues. Je me resitue un peu l'action. Je suis un peu dans le vague et j'attends surtout des nouvelles. Et à ce moment-là, je sens une porte derrière moi qui s'ouvre. Il y a l'infirmière qui arrive, qui discute avec un de mes collègues. Bonne nouvelle, il est sauvé, tu lui as sauvé la vie. Et là, grand soulagement, parce que je me dis que tout ce que j'ai fait jusqu'à présent, je pensais que c'était du négatif. Et le fait d'entendre par une personne professionnelle me dire « Ok, il est sauvé », là, je suis complètement soulagé. Je me dis que, bon, ça y est, c'est la fin d'un grand cauchemar. Je pense que la frayeur, c'est effectivement de voir qu'on peut mourir comme ça en 5 minutes. Ça, c'est terrifiant. C'est fantastique, il m'a sauvé la vie, ça, c'est clair, c'est indiscutable. C'est quelqu'un qui compte, quoi. C'est celui qui compte. J'ai pas la haine contre ce groupe, je pense qu'ils ont aussi eu très peur. Parce
que c'était pas forcément leur intention que de me tuer. Je pense qu'ils ont eu aussi une frayeur, c'est de voir la gravité de leur bêtise, parce que ça part comme une bêtise. Hein. Je me rappelle au moment de la date anniversaire, c'est fait en me disant si je suis là, j'ai un an de plus grâce à toi. Ça n'est pas un exploit pour moi. Je ne cherche pas à faire de l'anti-héros, loin de là. Je dis que ça devrait être la réaction de tout le monde. Non pas de plonger, d'aller chercher, mais au moins de réagir. De faire comme l'a fait ce passant. Il a fait très bien. Il est allé chercher des secours. Je pense que tout le monde devrait réagir et ne pas se cacher la face à ce genre d'agression. Avant cette aventure, Jean-Philippe Carrière et Alain Schilling étaient voisins sans le savoir. Aujourd'hui, ils sont amis. Et ils savent pourquoi. Mesdames, Messieurs, je vous demande d'accueillir Jean-Philippe Carrière. Le voici. Bonsoir, Monsieur Carrière. Je ne vous présente pas Alain. Vous vous connaissez bien? Depuis ces faits-là, oui, on se connaît. On était voisins, on est à une centaine de mètres l'un de l'autre. Et l'indifférence de Paris, oui, personne ne se connaît. C'est souvent le cas, personne ne se connaît. Alain Schilling, vous avez une phrase qui assez curieuse. Vous avez dit ces gosses, enfin ceux qui vous ont jeté à l'eau, je ne leur en veux pas. Je n'ai pas de haine envers eux. Oui, je pense que c'était pas vraiment leur intention d'aller jusque-là, quoi. Ils ont eu aussi peur que moi. Ça s'est mal fini. Ça aurait pu très mal se finir. Mais Jean-Philippe, vous ne croyez pas qu'il est un petit peu indulgent quand même? Un peu trop. Oui. Je crois que c'est la fonction policière qui me rend comme ça. Ah bon? Non, je pense que peut-être en voyant cette émission, ils vont peut-être se rendre compte qu'ils sont passés à côté du drame. Mais il est un peu indulgent, c'est vrai. Ils se sont enfuis, Alain. Ils vous ont jeté par-dessus le pont et puis ils se sont enfuis. Il n'y en a pas un qui s'est dit, mince, il va peut-être se noyer. Ils ont eu peur, ça c'est sûr. Et c'est la panique, quoi. Dans ces moments-là, je pense que on ne réagit pas très lucidement. Vous ne saviez pas nager? Non. Et vous ne savez toujours pas nager? Toujours pas, hélas. Il faut prendre des leçons, quand même. On serait peut-être temps. Jean-Philippe va vous en donner, parce qu'apparemment, vous êtes un bon nageur. Non, on a une formation, c'est vrai qu'au sein de la police, on a une formation de sauveteur, nageur-sauveteur. Bon, j'adore le milieu nautique, mais dans ces conditions-là, non, certainement pas. L'eau était très froide, et c'est 2 mètres, 2 mètres 20, c'est bien ce que je disais tout à l'heure, la profondeur. Oui, il y a un tirant d'eau de péniche, mais c'est l'environnement surtout. Bon, les 2 mètres, 2 mètres 20, c'est pas ce qui bloque, c'est surtout l'environnement. C'est un lieu très sale. C'était la nuit, il fait froid, donc il y a beaucoup d'éléments qui sont réunis pour faire que c'est pas très agréable de plonger dans ces conditions-là. Alors, Alain Schilling est emmené dans le car de police secours, là, vous avez cessé de le réanimer. Pourquoi? L'arrivée des secours m'a rassuré, j'étais là, puis j'étais épuisé. C'est vrai que j'étais assez fatigué aussi. Et son pouls battait, vous aviez le sentiment? On avait rétabli. C'est vrai que je l'ai sorti de l'eau, il était inanimé. Sans connaissance, le pouls très très faible, et je sentais qu'il y avait un semblant de vie. Bon, je suis pas médecin, j'ai fait ce que j'ai pu jusqu'au moment de l'arrivée des secours, puis après je me suis relâché un peu, c'est vrai. Alain Schilling, bon, on va quand même pas vous le reprocher. Alain Schilling, le souvenir que vous avez de cette aventure qui s'est bien terminée, le souvenir c'est, ça bascule à partir du moment où il vous jette à l'eau, et puis après le trou noir? À partir du moment où il m'attrape. Je me rends compte que là c'est grave. Ils savent pas encore que je sais pas nager et il est trop tard pour leur dire. Vous n'avez pas eu leur temps de leur dire non, ne faites pas ça, je sais pas nager, rien. C'était trop tard. Et à ce moment-là, quand vous tombez dans l'eau, vous perdez connaissance immédiatement? Pas tout de suite, j'essaie d'apprendre à nager, mais c'est les pires circonstances pour apprendre, quoi. C'est vraiment les pires. Oui, comme vous dites, c'est vraiment les pires. Jean-Philippe Carrière, quelle leçon, si peut-on tirer une leçon de ce sauvetage? Quelle leçon tirez-vous? Comme je l'ai dit dans la fiction, cette émission pourrait servir à ouvrir les yeux un peu. On vit dans une indifférence totale, en région parisienne d'autant plus, et je me suis retrouvé seul face à cette agression. Je suis sûr et certain qu'il y avait des gens autour. Bon, il y avait ce passant qui a bien réagi, mais je demande à toutes les personnes qui peuvent se trouver dans ce genre de situation de ne jamais tourner la tête. Un simple geste peut permettre de sauver une vie, et c'était le cas. Alain Schilling, quelle conclusion tirez-vous, ce qui vous concerne? Je crois qu'effectivement, il faut rester vigilant, quoi. Il ne faut pas toujours regarder ailleurs quand ça se passe mal. Ouais. Et puis, il faut peut-être apprendre à nager. Probablement. Nous terminons dans le sourire. Merci beaucoup, Alain Schilling. Merci beaucoup, Jean-Philippe Carrière, de nous avoir rejoints. Je vous demande, mesdames et messieurs, de les applaudir. Voilà.
Je voudrais, avant de retrouver Perpignan, avant de rejoindre notre ami Olivier Théron, vous présenter le candidat de la semaine dernière. Il est là, Pascal Aumont, le gendarme du GIGN, le seul à avoir fait la face nord de la pyramide du Louvre en hivernal. C'est lui, il est là. Pascal, certainement le plus beau souvenir. Hein. C'est vrai, oui. C'était vraiment bien. Magnifique en plus la pyramide. Et puis de se retrouver là-haut en plein milieu, c'est beau, oui. Et vous avez conscience, vous êtes le seul à avoir réalisé cet exploit, la pyramide du Louvre. Vous êtes le seul à l'avoir fait et certainement le dernier et le premier. Oui, ben, au moment où je l'ai fait, pas trop, mais quand je me suis revu, effectivement, c'est impressionnant. Puis bon, c'est vrai que c'est un événement qu'on n'a pas l'occasion de faire tous les jours. Bravo Pascal, merci beaucoup. Nous allons rejoindre maintenant l'autre candidat avec les applaudissements du public ici réuni. L'autre candidat, le nôtre, celui de cette semaine, Jean-Philippe. Deuxième épreuve, Jean-Philippe m'entend-il? Jean-Philippe est à 2 mètres de la turbine de l'hélicoptère, donc je ne crois pas qu'il puisse vous entendre. Vous allez lui transmettre le libellé à l'aide de l'aéroglisseur que vous devez apercevoir. Oui. Donc Jean-Philippe, il vous faut récupérer l'enveloppe en 3 minutes. D'accord, nous sommes prêts. Top, c'est parti. Top. Et c'est parti. Et voilà Jean-Philippe qui descend. Alors, un grand bravo, avant toute chose, à Air Assistance Narbonne et à son pilote Rémi. Ah ben, il est déjà là. Et il a fallu 3 secondes et demie. Voilà, je te laisse le déclipper, parce que se tenir en stationnaire, c'est pas évident. Et alors, nous voilà partis avec cette drôle d'embarcation. Alors l'hydroglisseur. Là, on se demande comment ça se dirige. Ah ben c'est incroyable, on se croirait sur les Everglades en Floride. C'est vrai que c'est une embarcation qu'on ne voit pas très souvent ici. C'est tout simplement une grosse turbine qui est en train de nous envoyer à 30 ou 40 km/h. On a vu cet engin dans des films d'aventure, sur le mais fait, oui, tout à fait. À Perpignan, jamais. Jamais. Et puis surtout, il a acquis ses lettres de noblesse dans une série que les gens qui ont au moins 20 ou 25 ans connaissent, qui s'appelle Mon ami Ben. L'histoire d'un petit garçon et d'un ours. Alors disons que ce soir je vais jouer l'ours pour une fois, mais croyez-moi, c'est pas du tout évident à conduire. Alors là, nous nous rapprochons du pont Joffre. Nous sommes en train d'avancer très rapidement. Alors là, maintenant, il va falloir faire une manœuvre. Jean-Philippe, ça va pour l'instant? Il doit faire l'aller-retour, hein. Il doit faire l'aller-retour, voilà. Là, on va tourner. On arrive devant le pont Joffre. Là, voilà, on va tourner. Il est sur le retour. Voilà, alors c'est très délicat parce qu'il ne faut pas oublier une chose. Il reste 1 minute 35. Voilà. Coupe une seconde. Alors là, on est. Voilà, là, il s'est passé une chose. Alors, nous arrivons au bout. Alors, il faut savoir que même s'il ne faut pas beaucoup de tirant d'eau, il faut quand même un minimum. Et là, nous sommes arrivés sur des rochers. Alors, je peux malheureusement pas aider Jean-Philippe, j'en ai pas le droit. Alors voilà, il est descendu, il remet l'hydroglisseur dans la bonne direction. Et nous voilà repartis. Ça se pilote de quelle manière? Les commandes sont dans le bon sens? Oui, il y a une pédale d'accélérateur, mais il n'y a pas de gauche-droite, il y a un levier que vous actionnez vers l'avant pour aller à droite et vers l'arrière pour aller à gauche. Donc c'est pas évident du tout. Et il est bien reparti, là, il reste une minute. Voilà, alors là, nous allons arriver bientôt pour ce qui est le premier top. Oui, voilà, là. Le premier top. Alors là, on part carrément, on sait pas comment. Avec... Oh là là. Bon, alors, là, pour l'instant, ça va, oui. Oula, c'est pas évident on a peur. Nous craignons le pire ici, parce que, ça avance. Nous craignons qu'il n'arrive pas au bout, ce qui n'est pas un drame en soi quand même. 35 secondes maintenant, j'ai là, nous sommes sur les airs. Vas-y, redescends. Parce qu'il faut qu'il grimpe sur le pont maintenant. Voilà, non, là, voilà, on est la doigt séché parce qu'il faut savoir que l'hélicoptère qui nous suit nous met aussi un vent qui nous rapproche de la berge. Donc là, il faut essayer de faire un demi-tour. Reste au milieu, tant pis, reste au milieu. Essaye d'y retourner. Ouais, mais il n'y arrivera pas, il reste 15 secondes. Il reste 15 secondes. Non. Il reste 15 secondes. Non, hélas. Vite, on est pas loin. Ah oui. Vas-y, remonte vite. Ouais, non, 5 secondes. Vite. On repart. Oh là là, l'enveloppe, elle est à 30 mètres, elle est pas loin. Aïe. Hélas. Stop. Non. Je crois que c'était impossible d'arriver dans les temps quand même. C'était dur, une épreuve très dure. C'était pas facile. Mais parce que l'engin est tellement délicat à manier. C'est sûr. Non, déjà, c'était pas évident du tout. Bon, allez, il se rattrapera tout à l'heure. Dans la super cagnotte, puisque l'argent, les 25 000 francs n'ont pas été gagnés, dans la super cagnotte, 400 000 francs. Allez, ils sont tombés dans l'escarcelle. A tout de suite. Nous allons maintenant au Maryland, dans un état donc américain. La voiture
une voiture, une automobile, peut se transformer en une arme redoutable. Et quand au volant de cette voiture se trouve un irresponsable ou une irresponsable, je vous le disais, c'est une arme terrible qui se trouve entre les mains de cette personne. La preuve. Le 23 mars 1987, vers 14 h, une voiture blanche de marque Sedan roule sur une autoroute dans une banlieue du Maryland. À plus de 150 km/h, la voiture vient de traverser la frontière de Pennsylvanie et se dirige à vive allure vers Baltimore sans être inquiétée. Elle est repérée pour la première fois par l'agent Robert Reid de l'État du Maryland. « 24 Frédéric, 24 Frédéric. Je prends en chasse un véhicule qui se dirige vers l'est près de la borne 67. L'automobile roulait à 140 km/h. Alors je devais rouler encore plus vite pour l'arrêter. J'ai allumé tous les signaux d'urgence. Lumière, gyrophare, sirène. J'ai gardé cette allure pendant environ 2 km. Et j'ai pensé que le conducteur ne voyait peut-être pas ma voiture. Alors j'ai décidé de rouler à sa hauteur et j'ai aperçu une femme. Elle semblait inconsciente de tout ce qui l'entourait, avec une seule chose en tête, conduire à toute allure. J'ai essayé plusieurs fois d'attirer son attention, mais elle n'a pas regardé une seule fois dans ma direction. Elle fixait la route et conduisait comme une folle. Je ne me sentais plus en sécurité, alors j'ai ralenti. 24 Waterloo. F4 J15B24. Sur le canal 1, 1080, il se trouve à la hauteur de la borne 71 à l'ouest. J'ai surpris une conversation sur une poursuite de chauffard qui venait dans ma direction. Le sergent en civil Ken Pollack de la police du Maryland est à une cinquantaine de kilomètres face au bolide qui fonce dans sa direction. Je me suis garé sur le bas-côté de l'autoroute pour écouter la radio. L'agent William Wood est le seul autre policier en patrouille dans le secteur. Il est à quelques kilomètres de là. Il s'arrête sur une aire de travaux pour attendre la voiture. Quand elle est arrivée au niveau des travaux, Wood a essayé de rester devant elle pour l'obliger à ralentir et me permettre d'arriver derrière elle. On espérait la faire ralentir suffisamment et la forcer à stopper sur les bas-côtés sans trop de casse. Techniquement, ça s'appelle un barrage mobile. Mais à plus de 160 km/h, ça n'a pas marché. La voiture blanche franchit alors le terre-plein qui sépare les deux axes de l'autoroute et se met à rouler en contresens. Quand elle a traversé le terre-plein et pris la voie à contresens, j'ai compris qu'il fallait faire quelque chose. Et dans ce genre de poursuite à grande vitesse, il faut être très vigilant. On peut avoir affaire à n'importe quel gangster recherché par la police et qui peut faire n'importe quoi. Apparemment, un seul policier était à ses trousses. La voiture blanche n'est plus qu'à quelques minutes de Ken Pollack. Elle se lance dans un gymkhana effréné. Ken essaie de diriger les autres véhicules vers les bas-côtés pour les mettre en sécurité. Mais inconscients du danger qui les menace, les conducteurs continuent de rouler à toute vitesse. Ensuite, j'ai décidé d'arrêter tous les véhicules pour les éloigner des voitures de tête qui, elles, serviraient de barrage pour l'arrêter sur le terre-plein. Le temps pressait. J'avais pas plus de 2-3 minutes pour réussir ce plan.
J'étais très énervé parce qu'il ne s'arrêtait pas. Ce jour-là, j'étais mal rasé, avec une barbe de 4 jours, les cheveux ébouriffés et une chemise pas très nette. À leur place, je ne me serais certainement pas arrêté non plus. Laura et David Cannon, ainsi que leur bébé, sont en première ligne dans leur voiture. Il avait une allure de camionneur, je l'ai pris pour un routier. J'avais pas vu son insigne et j'ai pas compris que c'était un policier. Qu'est-ce qui se passe? J'avais repéré l'insigne et j'ai compris qu'il se passait quelque chose. Peut-être un accident. À ce moment-là, la seule chose qui m'a traversé l'esprit, c'est « il faut que j'arrête ça ». La voiture accélère toujours. La voiture se rapprochait plus vite que je pensais. Je me suis aperçu que les Cannon étaient toujours dans leur véhicule. Il fallait à tout prix éviter qu'ils soient percutés de plein fouet. Soudain, j'ai relevé la tête et j'ai vu la voiture arriver. J'ai pensé qu'elle voulait se suicider. Quand le choc s'est produit, j'ai entendu un énorme bruit de tôle froissée et j'avais jamais entendu un bruit pareil. Je me suis dit que le chauffeur devait être en piteux état. Il fallait que je sorte de ma voiture et que j'aille voir ce qui s'était passé, mais j'étais paralysé. Quand elle m'a percuté, le choc a été très violent. J'ai cru que ma dernière heure avait sonné et que j'allais mourir. Instantanément, ma vie a défilé sous mes yeux. J'ai pensé tout de suite à mon fils. Mon fils unique que j'ai perdu il y a 7 ans dans un accident de voiture. Et je lui ai dit, c'est moi, Jeff, j'arrive. Voilà à quoi j'ai pensé. La voiture blanche a percuté celle de Ken, puis a été projetée contre une Cadillac, blessant grièvement 2 femmes. Il y a eu des blessés et de la tôle froissée. En fait, sur la route, une voiture dans les mains de n'importe qui peut devenir l'arme la plus dangereuse du monde. La conductrice de la voiture blanche a été elle aussi grièvement blessée. Ce que je voudrais que les gens comprennent, c'est que c'est pas du tout le genre de choses que ma sœur aurait pu faire avant sa maladie. C'était une personne tout à fait normale. Mais elle a eu des problèmes de santé. Et ces problèmes ont entraîné une grave dépression. Ce type de comportement ne lui ressemble pas du tout. Elle se rappelle qu'elle avait l'impression d'avoir perdu le contrôle. Mais elle ne savait pas comment retrouver le contrôle de la voiture. Parce qu'elle était en dépression grave, elle n'a pas été déclarée juridiquement responsable de cet accident. Les Cannon et leur bébé, bien qu'ils se soient trouvés dans la trajectoire de la voiture blanche, ont été miraculeusement épargnés. C'est une chose de donner sa vie pour des amis, des proches pour qui vous avez des sentiments, mais pour un étranger, quelqu'un que vous n'avez jamais vu avant et que vous ne reverrez probablement jamais, c'est autre chose. Ken Pollack s'est comporté en véritable héros, mais depuis l'accident, il souffre de graves problèmes de dos. Cet accident a mis un terme à ma carrière dans la police. J'ai été très triste, car c'est le seul métier que j'ai aimé. Mais j'ai fait ce qui me semblait être mon devoir. Ken prendra cette année sa retraite, après 20 ans de bons et loyaux services dans la police. Nous étions donc aux États-Unis, au Maryland. Vous êtes sur Antenne 2, votre émission, La Nuit des Héros. Je sais que vous êtes de plus en plus nombreux à la regarder. Bon, ce n'est pas une impression, c'est une réalité, puisque tous les sondages le montrent et le prouvent, les sondages qui sont effectués auprès de chaque émission de télévision. Merci, merci, un grand merci. Chaque semaine, encore un peu plus nombreux que la semaine précédente. Nous allons à Perpignan retrouver Olivier Théron et Jean-Philippe, le candidat. Olivier, voici la 3e épreuve. Oui, Laurent. Nous la livrons. Monsieur Stone vous attend en haut du Castillet et vous avez 4 minutes pour le rejoindre. Donc 4 minutes pour retrouver Monsieur Stone et nous sommes prêts. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Voilà, donc dans un premier temps, il va devoir bien entendu rejoindre le bateau, puisque encore une fois, on n'a pas eu de chance tout à l'heure
avec notre première embarcation. Espérons que ça va un peu mieux se passer cette fois-ci. Cette fois-ci, c'est un hors-bord et nous sommes sur le canal quai Vauban. Et ce canal va nous conduire au pied du Castillet. Alors, nous avons un temps référence dont nous parlerons tout à l'heure, Laurent. Ce temps, il sera pris au bas du Castillet. Et pour l'instant, voilà. Donc, il est parti avec ce bateau le long du quai Vauban. Il est parti donc du pont du Palmarium en direction du pont Magenta. Et là, il est à fond. Il faut dire qu'il y a... À fond les manettes. À fond les manettes. Et cette fois-ci, il y a un frein, contrairement à l'hydroglisseur tout à l'heure. Donc là, il devrait pouvoir s'arrêter. Voilà, nous arrivons en vue du pont. On a une foule considérable, vous pouvez le voir. Alors on est très heureux de savoir que nos amis perpignanais sont venus. Ah, ils sont si nombreux. Ils sont tous là et alors ils sont encore plus rapides que nous pour rallier les lieux. Je sais pas comment ils font, il doit y avoir des secrets. Voilà, là il est en train de remonter à l'échelle. Ouais. On va commencer à le rejoindre et là, il n'est plus très loin. Il y a à peu près 3 mètres de hauteur à escalader. Voilà, il est plus très loin de ce qui va devenir notre temps de base, puisqu'en fait, voilà, là il doit retrouver... Donc là maintenant ça va être à lui de jouer, il va emprunter ce qu'on utilise à ponçage. Attention Laurent pour le premier top. Oui. Top pour notre premier temps de référence. Il a un petit peu de retard. Voilà, bon, là il est en train de se faire clipper, de toute façon ça va pas tarder, il va démarrer. Alors le principe de ce ponçage, c'est assez simple, il faut tout simplement qu'il longe en s'aidant de cette corde. Il faut savoir quand même qu'il est à environ 60 degrés d'inclinaison et qu'il doit arriver en haut du Castellet, en effet, rejoindre Monsieur Stone. La longueur elle est pas énorme, elle fait à peu près 15 mètres. Mais voilà, il est parti. Et là il y va. Olivier, j'ai mal fait mes calculs, j'ai dit qu'il était en retard, c'est pas vrai, au contraire il est en avance. Bon alors j'ai même plus fait la soustraction. Non, il est en avance. Il devait passer à une 45, il reste encore 2 minutes. Voilà, bon bah alors Laurent ça va être largement tranquille puisqu'il reste 2 minutes et il lui reste 5 ou 6 mètres. Oui, il arrive en haut du Castillet. Hein. Oui, c'est impeccable. Là, Jean-Philippe m'entend? Jean-Philippe, ça va? Oh là là, c'est un vrai sage. C'est lui le vrai sage et il y est presque. Bien non, Jean-Philippe, il reste une 45. Bah oui, il est presque. Il va y arriver à l'aise. Top sur l'enveloppe, top. C'est gagné. Alors, je sais pas. Je sais pas si on peut utiliser l'expression les doigts dans le nez, mais c'est à peu près comme ça qu'il l'a fait, c'est-à-dire au train de sénateur. Alors donc il s'est remis un petit peu son amitié avec les engins aquatiques est revenu. Le bateau, vous avez vu, ça s'est très bien passé cette fois-ci. Et puis ce ponçage, aucun problème. Donc Jean-Philippe, il est en train de redescendre. Voilà à sa main. On se retrouve tout à l'heure pour la 4e épreuve. Et pour l'instant, 50 000 francs dans sa poche, plus exactement dans la poche de l'association dont il nous parlera tout à l'heure. Voilà. Tout est dit, à tout à l'heure. Merci beaucoup. À tout à l'heure. Vous connaissez la chanson « Ouvrez la cage aux oiseaux ». Non, je ne vais pas vous la chanter. « Laissez-les s'envoler, c'est beau » ou « Laissez-les s'envoler très haut ». Eh bien, c'est un drôle d'oiseau que je vais vous présenter maintenant et que vous allez voir et suivre. Il s'appelle Aksham. C'est un oiseau tout noir. C'est un oiseau qui fait passe-muraille et qui fait aussi pattes de velours. Bref, nous allons en Corse. Nous sommes le 27 juin 1991 à l'île Rousse, en Corse. Depuis une quinzaine de jours dans le maquis, on tourne un film. Clap de fin. Le personnage principal, l'héroïne du film, c'est Aksham, une superbe panthère noire. Oh, elle est bonne, mon cœur. C'est parti. Nous sommes vendredi, toute l'équipe s'apprête à profiter d'un week-end bien mérité. Il y a 2 semaines que tous travaillent sans avoir pris un seul jour de repos. L'équipe de tournage est installée chez Marc Vescovali, le patron de l'hôtel Hacienda. Pour accueillir la panthère, celui-ci a fait construire une cage au fond de son jardin. Bon Marc, je pars jusqu'à demain. Bah va, ne t'inquiète pas, je m'occupe de ta panthère. Elle va pas s'envoler. Ok. Ouais. Bon, bonne nuit. Allez, bonne nuit. Bonsoir, bonne nuit. Voilà.
Non, Aksham ne va pas s'envoler. Ce n'est pas nécessaire, car au milieu de la nuit, une mystérieuse main va, pour blaguer sans doute, lui offrir la liberté. Quelques foulées silencieuses et Aksham se retrouve dans les rues d'Île-Rousse. Ces chiens qui crient encore, il n'y a pas moyen de dormir. Va, on peut voir ce que c'est. Père Dio Santo. Je vais voir ce qui se passe encore. Il n'y a pas moyen de dormir. Je vais aller travailler dans 2 heures, mon bon Dieu. Il est 4 heures du matin lorsque le vacarme des chiens réveille Cécile et Dominique Luciani. Mimi, on dirait le gros chien noir. Attendez, Cécile. Un gros chien, Mimi. Alors, fais-le partir. C'est qu'il est gros. Qu'est-ce que c'est encore? C'est pas possible. Non, c'est pas, regarde. Mimi, il est là, le chien, il est là. Mais je m'en occupe, t'inquiète pas, je m'en occupe du chien. Prise. Il est le chien. Où il est? Mais c'est pas un chien. C'est déjà pas le terre. Juste à temps, car Aksham n'a rien mangé depuis la veille et son escapade commence à lui donner faim. Je la tuer. Non, Mimi, attention, ne fais pas ça. Je la tue. Mimi. Elle aurait pu te mordre. Non, Mimi, ne fais pas ça. Laisse-moi la tirer. Elle aurait pu te mordre. J'ai eu peur, oui. Seulement, ma femme m'a empêché de commettre quelque chose qu'il fallait pas faire, quoi. Grâce à elle, si la panthère n'est pas morte, j'aurais pu la louper. Mais enfin, je ne pense pas quand même, hein. Mon mari a pris son arme pour pouvoir se défendre, croyant que la panthère allait nous poursuivre. Et puis alors là, j'ai dit non, ne la tue pas parce que ça va nous faire de la peine plus tard. Vite, je vais vite appeler les gendarmes, vite. La panthère n'a pas peur. Son instinct de chasseur est en train de reprendre toute sa place. Et puis surtout, Aksham est curieuse. 31-60, j'écoute. Oui, monsieur Lucian vient de vous prévenir. Un fauve serait dans son jardin, boulevard de Fogac. C'est reçu? Un fauve? Répétez la communication. Un fauve, c'est bien ça. Les gendarmes n'en croient pas leurs oreilles. La seule chose bizarre, c'est le concert d'aboiements qui se propage de maison en maison. Peut-être les chiens de Cécile, hein. Oh, je sais pas. Je le téléphone. Oh, je sais pas. Allô? Oui? Qui c'est? À l'instant même où la panthère quitte la propriété de Francine et Marie Gulicelli, les gendarmes incrédules se présentent chez monsieur et madame Luciani. Mais gendarme, j'ai une panthère dans le jardin, là. Dépêchez-vous, madame Gulicelli vient de me téléphoner en me disant que la panthère est chez elle. Et chez elle? Dépêchez-vous. Mais méfiez-vous toujours, hein. Messieurs, on vient d'avoir traversé maintenant. Regardez, par là. Bon, d'accord. Ne vous inquiétez pas, ça ne plus là. Ne vous inquiétez pas. Il est à peine 6 heures du matin lorsque les gendarmes se rendent à l'hôtel Hacienda. Elle est dans sa cage. Hein. Vous êtes sûr? Parce que des gens l'ont vue en ville. Eh, c'est pas possible, on va les voir, on va vérifier. Regardez, Marc, la porte est ouverte. Qui a ouvert cette porte? Je vais aller voir au fond pour voir s'il n'y est pas. J'avais peur qu'on soit obligé de la tuer, alors que là, ça m'aurait fait quand même assez de peine, parce que je m'y étais attaché.
Elle est gentille, elle est gentille. Elle est gentille, mais moi je ne sais pas si elle est gentille. Maintenant tu me dis qu'elle est... Marc Vescovali se sent responsable. Avant tout, il veut éviter que quelqu'un abatte Aksham. Alors, avec son frère François, ils font courir le bruit qu'elle est apprivoisée. Si on avait dit aux gens que la panthère était... que c'était dangereux, on aurait semé la panique. Hein. Déjà que la panique y était un peu. Hein. Même au niveau de la gendarmerie, tout le monde était plus ou moins affolé parce que nous on la connaissait, eux ils ne la connaissaient pas. Nous n'avons pas souvent affaire à une panthère échappée telle que ça s'est passé ce jour-là, mais j'ai surtout pensé au danger pour les personnes et l'environnement. Il faut absolument éviter de paniquer toute la population. Alors, le plus discrètement possible, aux premières lueurs du jour, les gendarmes organisent un plan de recherche. Je suis allé récupérer quelques amis pour essayer de la capturer avant que les gendarmes la trouvent ou avant qu'elle fasse une bêtise à la population. Pour les autorités, les choses sont claires. Si la panthère n'est pas retrouvée avant 15 heures, les gendarmes ont ordre de tirer à vue. De leur côté, les frères Vescovali et quelques amis se mettent à leur tour à chercher. Il est 4 heures de l'après-midi. Depuis la nuit dernière, Aksham est introuvable. À ce moment-là, François Vescovali a une intuition. Et si la panthère était revenue près de l'hôtel? C'est mon frère qui l'a découverte. Mon ami il a appelé. Et il nous a averti qu'il avait été retrouvé. C'est là qu'on est un peu parti dans tous les sens pour récupérer un peu de monde, pour pouvoir la cerner, l'encercler, et pour pouvoir la capturer sans qu'elle s'échappe. Sans prévenir les gendarmes, François et Marc Vescovali s'improvisent chasseurs de fauves. Mais la petite troupe fait peur à Aksham. Moi je vais chercher la cage. Ça va tellement vite, en plus j'avais confiance au départ. Bon, la surprise, j'ai été surpris, mais j'ai pas eu le temps d'avoir peur. Marc et François ne renoncent pas. À force de patience et de calme, ils réussissent, au bout d'une heure, à passer un lasso autour du cou de la panthère et à lui faire regagner sa cage. Allez, vas-y, allez, on y va. On a rentré à l'hôtel, on l'a mise dans la cour où elle était d'habitude, on lui a donné à boire. Tout est rentré dans l'ordre, tout le monde était content et on est venu au bar et on a fêté la récupération. Ce jour-là, Aksham, la panthère, a échappé à la mort. Et ce jour-là, ce n'était pas du cinéma. Mesdames, messieurs, je vous demande de ne pas faire trop de bruit, mais je vous demande quand même de l'applaudir. C'était le clin d'œil tendresse de la nuit des héros, le clin d'œil amusant aussi, avec Aksham, tenez-vous bien, oui, elle est là. Alors on l'applaudit avant, on la fait rentrer après, voilà. Attention, voici Aksham. La star de la nuit des héros. Bien Aksham, hein? Ouais. Oh là 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 là. Eh bien, je préfère être un petit peu plus loin. Monsieur Ballet, voilà, vous êtes les frères, hein? Votre prénom? Gaëtan. Mon frère Riouen. Alors, je ne vais pas trop m'approcher. Elle est... Oui. Elle est gentille. Hein? Oh, il se demande un peu où il est, là. Ah, parce que oui, c'est vrai, c'est un homme, c'est un garçon. Gaëtan, je voudrais vous poser quelques questions, si je peux, parce que je n'ose pas trop, mais lorsque vous dites qu'elle n'était pas dangereuse et qu'elle risquait, que la population ne risquait rien, quand même, c'était peut-être un peu exagéré, non? C'était un peu exagéré, mais il fallait éviter aussi tout mouvement de panique. L'animal n'est pas dangereux par lui-même, mais un coup de panique, un peu de peur pour l'animal peut le rendre agressif. Donc il fallait que les gens restent calmes, et ils sont restés merveilleusement calmes, nos amis corses. Hein. Et il n'y a pas eu de crainte au-delà de ce que nous avons vu. Non, aucune crainte.
surtout grâce à la mentalité corse, qui sont des gens qui adorent les animaux, qui aiment les animaux, qui les protègent. Mais lorsque Madame Luciani, Monsieur et Madame Luciani aperçoivent, ils sont les premiers à apercevoir Aksheim, Monsieur Luciani prend son fusil. J'allais dire, là, le premier courage, c'est de ne pas tirer. Parce qu'il pouvait tirer, et il ne l'a pas fait. Pourquoi, à votre avis? Parce qu'on connaissait Aksheim dans le village ou dans la région? Aksheim était connu dans le village, à l'île Rousse, parce qu'on était en train de tourner avec lui. Ça faisait un mois qu'il était installé. Oui. Tout le monde le connaissait. Je l'avais sorti, je l'avais amené chez les gens, dans les bars. Et... Oui, donc, ah oui, donc, et vraiment, il faisait partie de la famille. Hein. Et c'est la raison pour laquelle, vous pensez, il y a eu cette sorte de communion entre les habitants en disant on ne va pas lui faire trop de mal, on ne va pas essayer de la tuer, ou de le tuer plus exactement. Les gens avaient confiance en l'animal, peut-être un peu trop même. Oui. Et ce qui l'a sauvé d'ailleurs, ce qui a sauvé l'animal. Et lorsque vous êtes arrivé, bon, on sait maintenant que tout s'est bien terminé, vous avez quand même remercié Monsieur et Madame Luciani de ne pas avoir donné le coup de fusil fatal. Oui, et puis le courage aussi de Monsieur les frères Vescovali qui m'avaient vu opérer avec l'animal pendant le tournage et qui ont pris les mêmes techniques que moi pour sauver l'animal. Bon, parlons maintenant une seconde d'Aksheim avant de vous libérer. Il n'est pas méchant. Ça reste un fauve quand même, il faut toujours s'en méfier. Bon, si je le caresse, c'est embêtant? Pas du tout. Non? Vous croyez que je peux? Bien sûr. Bon, eh bien voilà. Ah. Filmez bien parce que je crois que vous ne le reverrez pas plus si tôt. Oh. Bon, eh bien écoutez, dans le silence, nous allons prendre congé de vous. Merci beaucoup Gaëtan, merci beaucoup Riwen d'être venu ici, d'avoir amené Aksheim qui est la grande vedette de cette nuit des héros. Vous voyez comme elle est mignonne. Et vous ferez des gros bisous par hasard, mais oui. C'est tendre, c'est affectueux à ce point-là. Hein, Gaëtan, c'est vraiment affectueux et tendre. C'est un animal qui adore le contact. Ah bon? Bon, eh bien je vous le laisse compter. Allez, merci beaucoup. On vous applaudit très discrètement pour ne pas effrayer Aksheim. Et on va, pendant que nous applaudissons très discrètement Aksheim, je vais me retourner vers Olivier Théron et Perpignan, non sans vous avoir dit auparavant, qu'elle est belle, elle est superbe. Non, vous avoir dit également que notre 5e histoire, c'est pour dans 3 ou 4 minutes. C'est une histoire que nous avons déjà vécue tous ensemble et que vous avez particulièrement aimée puisque vous nous avez demandé de la rediffuser. Alors, avant cette dernière histoire de la soirée, retour à Perpignan. Olivier et Jean-Philippe, c'est à vous. Oui Laurent, et en effet on quitte un fauve pour rejoindre un autre fauve mais à moteur cette fois-ci. Vous voyez Jean-Philippe à côté de moi, harnaché prêt pour le combat, et donc nous attendons l'énoncé de cette dernière épreuve Laurent. Oui, bah, nous surveillons du coin de l'œil Aksheim qui ma foi semble très bien installée. Faites attention hein. Non mais elle est bien, j'ai l'impression qu'elle a pris son quartier ici et qu'elle va rester là la semaine. Écoutez bien notre ami Jean-Philippe, attention c'est à vous. Au bout de ce parcours moto avec un cross trial, vous allez retrouver des billes et pour ce faire vous avez 3 minutes. Vous êtes prêts? Voilà, nous sommes prêts. Top, c'est parti. Top, c'est parti. Allez, hop. Et il est parti donc. Dans un premier temps, il doit en effet courir jusqu'à ce véhicule trial. C'est une 125 Enduro qu'on lui a donnée pour un parcours sur cette promenade de l'Esplanade qui a été fabriqué par un monsieur qui s'appelle Bernard Pasquale et qui a des titres de champion du monde très originaux puisque c'est lui qui a le record de saut en longueur en moto avec 55 mètres. Alors, bien entendu, il ne fera pas faire la même chose à Jean-Philippe et voilà, c'est parti. Alors, vous voyez déjà les buts qu'il a attaqués. Oui, j'allais dire, ça ressemble un peu à Gros Piron sur ce ski. Ouais, voilà. Et bien alors, en plus de Gros Piron, nous n'avons pas la musique, mais bien entendu, comme nous restons de grands enfants, nous avons également un spectacle de lumière. Alors vous avez vu déjà les premiers feux d'artifice qui ont explosé et à mon avis ce n'est pas terminé. Donc voilà, c'est une sorte de gigantesque parcours fléché qui va l'amener aux fontaines devant le Palais des Congrès. Voilà, alors que là tout s'illumine et il passe très facilement. Il m'a confié juste avant, j'espère qu'il n'y a pas trop de motos parce que je suis pas très bon. Oulala, alors que là il est en haut de la butte et il a du mal à arriver en haut. Voilà, bon ben c'est bien, il remonte, il redescend, ça va. Et plus de peur que de mal, on continue. Vous pouvez dire à Jean-Philippe que Aksheim est très intéressé. Hein. Donc, elle est là aussi pour l'encourager. Méfiez-vous des coups de patte. Voilà, là nous tournons sur un premier... Il reste 1 minute 40. Voilà, alors là nous sommes très à l'aise. Et le voilà, il tourne pour la première fois sur ce rond-point avec ses fontaines.
Et ils doivent effectuer un tour et voilà, un tour complet et un autre tour. Il doit effectuer, voilà, le tour complet il l'a déjà fait. Alors là, voilà, le plus difficile maintenant, il monte sur le bord de la fontaine. Il va devoir faire le tour pour rejoindre en effet Déby. C'est jouable, il reste 1 minute 17 secondes. C'est jouable, il n'y aura aucun problème à mon avis. Il est en train d'arriver, il lui reste 30 mètres. Allez, le décompte final pour la dernière épreuve. Il reste 20, 1 minute 10. Allez, 15. Allez, Jean-Philippe. Faites attention à la fontaine. Stop, et l'enveloppe, ça y est. Merci Déby. Super. Ça y est, super. Donc les 75 000 francs, ça y est, ils sont là. Et on se retrouve bien entendu tout à l'heure avec Déby, avec Monsieur Stone et puis bien entendu avec Jean-Philippe qui va un petit peu nous raconter cette association pour laquelle ce soir il s'est brillamment battu, je dois le dire. Bien, très bien. Nous le retrouverons tout à l'heure, Jean-Philippe. Et comme promis, la dernière histoire de cette soirée de la Nuit des Héros, de cette Nuit des Héros, nous allons à Villeurbanne avec un jeune garçon qui s'appelle Julien. Vous vous en souvenez de Julien? Il a en tête des numéros essentiels. Il sait faire le 15, le 17 et surtout le 18. Très très belle histoire. Janvier 1990. Nous sommes rue Racine, à Villeurbanne, dans la banlieue de Lyon. Comme chaque mercredi, Monique est venue garder Julien, un petit garçon de 4 ans et demi. Le coup de l'ours qui a très faim. Oh, Yogi, que tu as l'air malheureux. Tiens, Yogi, prends le reste de mon sandwich. Cher petit boubou, c'était pour rire, voyons. Yogi, je crois que j'ai un peu de crainte. La meilleure façon d'en finir, ce n'est pas de rester sur sa main. Un peu de moi, cher petit ami. Et qu'est-ce que je dois faire? Commence par prendre l'air d'un ours affamé. Est-ce que vous pouvez venir? Je me sens mal. Monique l'ignorait, mais son organisme manque de sucre. Le malaise dont elle vient d'être victime, c'est une crise d'hypoglycémie. Je connaissais pas le numéro des pompiers. Alors j'ai bien regardé le numéro des pompiers et quand elle l'a fait. Et donc, j'ai fait le même. Et maintenant, écoutez bien. Grâce aux archives sonores des sapeurs-pompiers, nous avons retrouvé l'enregistrement original de l'appel du petit Julien. Excusez-moi, Cyril, on est en train de regarder la télé. Ouais. Et puis, elle m'a dit... Qui elle t'a dit? Ma nounou qui me garde. Elle est où, ta nounou? Par terre. Hein? Elle est par terre, elle est tombée par terre. Et t'habites où, toi? À Lyon, rue Racine. Rue Racine? Oui. À quel numéro de la rue Racine? Je sais pas. Dans un premier temps, je l'ai un petit peu fait peur en lui disant que s'il s'amusait avec le téléphone, la police allait intervenir. Et cet enfant, donc, est resté à l'écouteur et m'a certifié que sa nourrice était tombée. Cet enfant m'a dit qu'il habitait rue Racine. Il y a 6 communes où se trouvent des rues Racine, donc impossibilité de pouvoir traiter l'intervention. Tu as quel âge? 4 ans et demi. T'as 4 ans et demi? Oui. Comment tu t'appelles? Julien. Julien? Et ton numéro de téléphone, tu le connais? Non. Non. Écoute-moi, tu habites dans un immeuble? Oui. Alors, il doit y avoir quelqu'un qui habite sur le même immeuble que toi. Hein? Il y a des gens qui habitent dans cet immeuble. Alors, ce que tu vas aller faire, tu vas aller frapper à une porte. Tu m'écoutes bien? Oui. Tu vas aller frapper à une porte. Et tu vas dire aux gens, avec ton téléphone, qui m'appellent et qui me donnent l'adresse. Là, tu vas chercher quelqu'un qui habite dans l'immeuble. Tu vas chercher, tu l'amènes chez toi. Et la personne, comme ça, me donnera l'adresse. D'accord? Ils ont leur numéro chez eux. Ils téléphonent chez eux. Non.
envie que tu me parles au téléphone, là, d'accord? D'accord. Va vite, hein, je t'attends au téléphone. Si tu raccroches pas, va chercher quelqu'un. D'accord. Ils ont dit, va chercher un voisin. Je suis allée chercher et puis le voisin n'était pas là. T'as frappé aux portes à côté? Oui, à celle d'à côté. Eh ben, va frapper à une autre où il y a quelqu'un alors. Il n'y a pas un gardien dans l'immeuble? Va frapper chez quelqu'un qui te réponde. D'accord. Va vite, tu descends, tu montes à pied, tu prends pas l'ascenseur, tu prends les escaliers, puis tu vas chercher quelqu'un. D'accord. C'est bien gentil, va vite. C'est à partir de ce moment-là que je me suis présenté en tant que pompier, que la nourrice avait pris un malaise et que je voulais obtenir l'adresse pour que nous puissions intervenir. Une fois l'adresse prise, j'ai pu traiter l'intervention. Le Telex est parti dans la compagnie de Villeurbanne, la 6e compagnie. Cardiaque, monsieur. Ouais. Faites pas calcul racine. On était en train de regarder la télé, puis tout d'un coup, elle me dit tu connais le numéro des pompiers? Moi, je dis non. Elle se lève, elle va téléphoner aux pompiers, et juste à ce moment, elle dit un mot, et puis elle est c'est tombée. pas non. Elle est tombée. Et c'est toi qui as appelé les pompiers alors? Comme j'avais vu comment elle a fait le numéro, et ben, je l'ai refait. Et c'est la première fois qu'elle fait des malaises comme ça? Oui, première. Je suis reconnaissante que petit Julien m'a sauvé la vie et je suis guérie maintenant. Grâce à la présence d'esprit de Julien, le drame a été évité. Entre Monique et lui, il y a désormais quelque chose d'indestructible. On applaudit Julien. Très très belle histoire. Un dernier détour vers Perpignan et en remerciant à nouveau tous nos amis de Perpignan qui sont venus très nombreux suivre ce jeu du cœur. Jean-Philippe et Olivier, c'est à vous. Oui, bien sûr, Laura, et c'est vrai, un grand merci à tous les Perpignanais et les Perpignanaises qui étaient dehors ce soir. Il fait un petit peu frisqué, ils nous ont réservé un accueil fabuleux. Un grand merci à eux. Et en effet, je suis donc à côté de Jean-Philippe, et puis Monsieur Stone, et puis Debbie. Monsieur Stone,